voix du Mali a été entendue lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Sa langue de bois et dans un style qui lui est propre, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a dénoncé la politique de 2 poids 2 mesures de la communauté internationale vis-à-vis du Mali. Notre pays va s'assumer en toute souveraineté. L'impact du projet Défi éducation des filles évalué par une centaine de personnes, ceci à la faveur d'une session de partage de résultats des appuis canadiens au secteur de l'éducation. Les participants ont également formulé des recommandations à découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. La voix du Mali a été entendue et même très bien entendue hier vendredi lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer la politique de 2 poids 2 mesures de la communauté internationale. Les détails de cette intervention poignante avec nos envoyés spéciaux Mamari Kouné et Aliou Touri. L'adresse du Premier ministre chef du gouvernement était attendue à la tribune de cette 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et président de la Confédération des États du Sahel, AES, le Premier ministre a apporté les messages de la Confédération. Il a d'entrée de jeu transmis les salutations des pères fondateurs de la Confédération plus que jamais déterminés à se libérer du joug de l'impérialisme et à réaliser leur autodétermination dans un esprit panafricaniste. Les débats de cette rencontre annuelle se tiennent autour du thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le cadre est choisi pour faire connaître la vision de la Confédération. Oui, la paix, l'entraide, le développement et la préservation des droits humains demeurent les principaux objectifs, voire la raison d'être des Nations Unies. Hélas, ces objectifs essentiels n'ont jamais été autant ébranlés dans le monde et au Sahel précisément, du fait essentiellement des groupes armés obscurantistes, instrumentalisés et soutenus par des sponsors étatiques étrangers. Les États membres de la Confédération des États du Sahel sont à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme qui constitue à la fois une menace réelle à la paix et à la sécurité internationale, mais aussi et surtout une atteinte grave au fondement même de nos États. Sous l'impulsion de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité des 3 pays de la Confédération AES travaillent étroitement dans un élan de collaboration et de complémentarité sans précédent et sont portés par un engagement commun et une mutualisation des efforts pour endiguer le fléau du terrorisme. Cette nouvelle dynamique, articulée autour du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, à travers un recrutement massif, une formation adéquate et la fourniture d'équipements appropriés, produit chaque jour des résultats encourageants sur le terrain, confirmant ainsi toute la pertinence de notre décision souveraine de nous mettre ensemble pour combattre nos ennemis communs. La Confédération réitère son engagement à coopérer avec les pays qui respectent la souveraineté de ses États. Ses choix politiques, ses priorités en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de développement sont connues. Au moment où l'on célèbre les 80 ans des Nations Unies, dira le Premier ministre, le cadre multilatéral est mis à rude épreuve dans un contexte marqué par la polarisation, le retour progressif du nationalisme, du protectionnisme et des rapports de force. L'approche souverainiste mise en œuvre s'inscrit dans le cadre de la vision portée par les chefs d'État de l'AES dédiée à la sécurité de nos États suite au retrait des forces internationales. Défiant tous les pronostics et loin de se saborder, nos pays ont fait preuve d'ingéniosité en se fondant sur le substrat historique, géographique et la capacité de résilience des peuples confédérés qui, malgré plus d'une décennie de crise sécuritaire et humanitaire, continuent de démontrer une force exceptionnelle d'engagement patriotique. Outre les efforts de sécurisation pour le retour de la paix dans nos pays, le gouvernement de la Confédération AES s'attelle à la mise en œuvre d'une stratégie globale et intégrée qui inclut des mesures politiques, de développement économique et social, de justice et de réconciliation. En choisissant la voie de l'audace et de la souveraineté, les instances confédérales ont lancé des initiatives de rupture fondées sur le développement endogène. C'est là un chemin clair
celui d'apporter nous-mêmes la valeur ajoutée indispensable à nos économies et de préserver la dignité de nos peuples. Ce choix que nous assumons pleinement traduit notre volonté ferme et inébranlable de prendre en main notre destin. S'agissant des droits humains, la Confédération des États du Sahel réaffirme son attachement à respecter et à faire respecter le droit international conformément à ses engagements. Cependant, nous restons fortement opposés à l'instrumentalisation de la question des droits humains à des fins politiques ou de déstabilisation de nos institutions nationales, voire de nos États souverains indépendants. Là de cette situation est soucieux de préserver la souveraineté et la dignité du peuple. Les chefs d'État de la Confédération AES se sont retirés avec effet immédiat du statut de Rome de la Cour pénale internationale le 22 septembre 2025. À ce retrait s'ajoute leur volonté de privilégier dorénavant des mécanismes endogènes de justice en adéquation avec leurs valeurs sociétales et dans l'intérêt du peuple de l'AES. Au plan national, le chef du gouvernement a évoqué l'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, fruit d'un processus participatif et inclusif initié par le président de la transition. La Charte incarne notre détermination à renforcer l'appropriation nationale du processus de paix au Mali. Elle s'appuie sur nos réalités, nos valeurs traditionnelles et nos mécanismes endogènes de règlement des différends afin de se tourner résolument vers un avenir partagé et promoteur. Le 22 juillet 2025, lors de la remise officielle de la Charte, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, dans son allocution, a mis l'accent sur la portée historique de cet événement en ces termes. Je cite: « La présente cérémonie est d'autant plus singulière qu'elle est porteuse d'un rêve collectif, celui de l'espoir d'une paix durable, de la cohésion sociale, en somme la réconciliation dans notre chère patrie. » Fin de citation. Le chef du gouvernement plaide pour un multilatéralisme à visage humain. En tout cas, conclut-il, la Confédération reste disposée à jouer toute sa partition dans la quête de solutions collectives en vue de préserver les générations futures. Si l'ONU continue à feindre l'ignorance, elle cessera d'être la somme du monde et deviendra le bras passif de l'injustice mondiale. Nous disons ceci: la Confédération AES n'a pas peur, elle ne cédera pas, elle résistera encore et toujours. Quelques instants après son intervention à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre est reçu par Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale des Nations Unies. Les entretiens entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et la poursuite des programmes de développement au profit des pays du Sahel. Je vous le disais également dans le titre, l'impact du projet Défi Éducation des filles est évalué par une centaine de personnes, ceci à la faveur d'une session de partage de résultats des appuis canadiens au secteur de l'éducation. Les participants ont également formulé des propositions d'amélioration. Les explications de Fadema Keita. Se référant aux activités projetées, le projet Défi Éducation des filles semble contribuer à l'amélioration quantitative et qualitative de la scolarisation des filles et adolescentes au Mali. Ce projet reste solidaire aux objectifs fixés dans le programme décennal de développement de l'éducation deuxième génération PRODEC 2. La présentation des résultats de ce projet, qui arrive à terme en décembre 2025, entrevoit plusieurs acquis engrangés. Un projet financé par Affaires mondiales Canada, un projet dont la vocation est de favoriser l'accès des enfants à l'école. Il s'agit essentiellement des enfants venant des zones à conflit. La session de partage du projet Défi financé par Affaires mondiales Canada pour le développement de la scolarisation des filles et des adolescents au Mali est donc un espace de présentation des progrès réalisés, des difficultés rencontrées, mais aussi des solutions mises en œuvre pour les surmonter. L'exercice est à nos yeux d'une grande importance. Il offre ainsi l'opportunité d'en tirer des apprentissages et de générer des actions pour bonifier les interventions à venir. En cela, il promeut l'amélioration de la prise de décision éclairée et la diffusion des connaissances pour un impact plus large. Notre réunion de ce jour, elle est importante aussi en raison de ce que
À quelques semaines de la clôture du projet, il devient nécessaire de procéder à une analyse réfléchie et évaluative des activités réalisées, en vue d'identifier des progrès réalisés et les retards accusés, de cerner les défis et difficultés. Les projets SCOFI, PASCOFI, FIER, le projet Empower et le projet Défi Éducation des filles avaient tous un objectif commun, appuyer le ministère de l'Éducation nationale dans sa politique d'éducation de masse et de qualité pour une éducation plus inclusive. Restons dans le monde scolaire pour parler de la session de renforcement de capacité de 5 jours au bénéfice d'une 60aine d'enseignants. La formation qui a débuté le mardi dernier à Sénou est une initiative du gouvernement. Tchemgwakunati. Fermeture temporaire des écoles dans certaines localités et déplacement massif, deux conséquences directes de la crise sécuritaire qui traverse le pays depuis 2012. La prise en charge psychosociale des élèves affectés s'imposant désormais comme un impératif pour l'ensemble des enseignants, les autorités scolaires ont initié une série de formations. Pour la présente session qui se tient au groupe scolaire de Sénou, ils sont près de 60 enseignants à effectuer le déplacement. Nous sommes 6 facilitateurs, 3 du niveau national, 5 répartis entre l'académie et le CAP. Nous connaissons déjà les différentes activités à mener et les stratégies qu'il faut mettre en place pour atteindre les résultats escomptés. Cette formation intervient en prélude à la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Elle s'inscrit dans la mise en œuvre de 2 projets qui consistent à créer un cadre d'apprentissage favorable en tenant compte de la santé mentale de la cible. Il s'agit pour nous de renforcer les capacités des enseignants en appui psychosocial, de sorte que face à n'importe quel enfant venant d'une zone d'instabilité sécuritaire, que l'enseignant soit en mesure non seulement de prendre en charge cet élève-là, mais également de s'assurer que tous les autres élèves se trouvent dans un environnement sain. Nous souhaitons quand même remercier le gouvernement du Japon, parce que le financement vient du gouvernement du Japon, remercier ICBA qui met en œuvre ces projets-là ici au Mali avec l'appui du bureau de l'UNESCO au Mali. Les autorités de notre pays ont mis en place des stratégies et mécanismes de réponse. La formation des enseignants en appui psychosocial, la sensibilisation du monde scolaire et universitaire ainsi que des populations font partie de ces stratégies. Mesdames et messieurs, la présente activité vient donc à point nommé. La session qui a démarré ce mardi s'étend sur 5 jours. Il s'agit d'outiller les participants des méthodes appropriées facilitant la transmission des connaissances aux élèves qui continuent à porter les stigmates de la crise sécuritaire. Mot de solidarité en cette veille de rentrée scolaire, elle se passe à des kilomètres d'ici, mais cela n'entrave en rien la valeur du geste. L'action solidaire se passe au Gabon où le philanthrope Abdoulaye Diawara a offert plus de 4500 fournitures scolaires aux élèves maliens résidant au Gabon et à des élèves gabonais. Le geste vise à alléger la charge des parents pour cette rentrée scolaire. Les précisions avec Adam Maïgam. À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, plus de 1500 élèves maliens résidant au Gabon et plus de 3000 élèves gabonais ont reçu des mains de Abdoulaye Diawara des fournitures scolaires. Chaque kit est composé d'un sac d'écolier, de 6 cahiers et de 4 stylos. Ce don traduit la reconnaissance du bienfaiteur envers son pays d'accueil qu'est le Gabon. Pour cette deuxième édition, il était très important pour moi de commencer par la mairie du 3e arrondissement de Libreville, où j'ai récemment distribué plus de 3000 kits aux enfants gabonais. C'est une fierté pour moi d'accomplir le même geste ces jours aux enfants de mon pays d'origine, le Mali. À travers ce geste, le donateur contribue à alléger la charge scolaire des bénéficiaires. Cette action de solidarité a été saluée par l'ambassadeur du Mali au Gabon, Nina Wallet Intalou. Elle a profité de l'occasion pour encourager d'autres bonnes volontés. Je ne manquerai pas d'adresser à M. Diawara Abdoulaye tous mes remerciements pour sa générosité et son humanisme pour cette belle initiative à l'endroit de ses frères maliens. À cette occasion, j'invite les opérateurs économiques maliens du Gabon à imiter ce bel exemple afin de soulager les Maliens et permettre à ceux se trouvant dans des situations difficiles
de supporter une partie des charges scolaires de leurs enfants. Je suis content d'avoir pris mon sac aujourd'hui. Merci à M. Diawara. En offrant ses fournitures, Abdoulaye Diawara a sémé une graine de solidarité qui, au-delà des frontières, nourrit l'avenir des enfants maliens et gabonais. Et ici à Bamako, l'ambassade de l'Inde au Mali vient de célébrer la journée ITEC, le programme de coopération technique et économique de l'Inde. L'événement a réuni plusieurs anciens bénéficiaires de ce programme qui, depuis plus de 60 ans, existe dans le monde et 8 ans au Mali. Les précisions avec Soumaou Aïdaram. Ils sont plus de 300 Maliens, fonctionnaires, entrepreneurs ou membres de la société civile à avoir déjà bénéficié du programme de coopération technique et économique de l'Inde, ITEC. À travers ces formations spécialisées suivies en Inde, ces bénéficiaires sont revenus avec des compétences nouvelles adaptées aux besoins du Mali. Nous avons acquis des compétences pratiques et théoriques avancées sur l'enquête des affaires de corruption et la gestion des fraudes contractuelles. Les sessions interactives et les études des cas réels nous ont permis de développer une approche méthodique et rigoureuse. Dans notre travail d'enquêteur, ce programme nous a donné des outils concrets que nous appliquons désormais dans nos missions quotidiennes. Cette coopération s'inscrit dans une dynamique gagnant-gagnant. Elle illustre la vision partagée par Bamako et New Delhi, celle d'investir dans le savoir et les compétences pour bâtir un avenir commun. Le programme ITEC a permis à de nombreux cadres et responsables maliens de se former à l'Inde dans plusieurs domaines essentiels. À travers ITEC, l'Inde partage avec nous non seulement son savoir-faire, mais aussi son esprit de solidarité et d'amitié. Institué en 1964, le programme ITEC est une initiative phare du gouvernement indien en matière de renforcement des capacités. Le quota qui est alloué au Mali, qui est au nombre de 70, cependant nous souhaiterons qu'il intercède en notre faveur pour qu'il puisse avoir une augmentation. À travers cette célébration, l'Inde et le Mali ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer ensemble pour la formation d'une jeunesse qualifiée et d'une élite capable de relever les défis du développement. Les inspecteurs des forces de sécurité intérieure sont en conclave pour l'élaboration du guide sur le contrôle interne et la prise en charge des violences basées sur le genre. Cette rencontre est une initiative de l'inspection des services de sécurité et de protection civile en collaboration avec plusieurs de ses partenaires. Le commentaire de Aminata Brahima Ouedraougou. Le processus d'élaboration du guide sur le contrôle interne et la prise en charge des violences basées sur le genre a débuté ce lundi 15 septembre. Un document qui sera élaboré par les inspecteurs des forces de sécurité intérieure du Mali, réunis en session de travail pour la cause. Il vise à mettre à la disposition des inspecteurs un outil pratique servant de guide en vue de consolider les acquis des connaissances apprises issues des 2 formations et des missions pilotes que vous avez eu à effectuer sur le territoire national. Je suis persuadé qu'au cours des travaux, vous mettrez suffisamment la main à l'étrier avec Maïstra afin d'obtenir un produit fini assez digeste sous la supervision de nos 2 experts. Ce guide va servir de boussole pour les inspecteurs dans leur mission régalienne. Son élaboration est le fruit d'un partenariat tripartite entre l'inspection des services de sécurité et de protection civile, EUCAP Sahel Mali et le Centre genevois pour la gouvernance du secteur de sécurité. Conscients de l'importance de ces travaux, les 2 partenaires étrangers nourrissent beaucoup d'espoir quant à l'atteinte des objectifs de cette session de 5 jours. L'inspection des services de sécurité et de protection civile joue un rôle clé dans la gouvernance au Mali, assurant contrôle, conformité, efficacité des services.
Je sais pertinemment d'expérience maintenant que nous pouvons compter sur un échange franc d'idées, de retour d'expérience, sur un travail aussi collaboratif pour adapter le guide aux réalités du terrain et aux défis auxquels vous faites face dans vos rôles respectifs tous les jours. C'est un moment important car vos travaux contribueront à renforcer les capacités et à doter nos structures des outils clairs, pratiques et adaptés. À terme, ce guide va faciliter le travail des forces de sécurité dans la prise en charge des cas de violence basés sur le genre. La commune urbaine de Kidal vient de lancer les activités de sa journée de citoyenneté, une première dans la cité de Ladrar depuis plus d'une décennie. Cette journée vise à informer et sensibiliser les citoyens sur la nécessité de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Les détails avec ce reportage de Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Dans le cadre de la promotion des valeurs civiques sous l'impulsion du maire de la commune urbaine de Kidal, les forces vives ont célébré le 21 septembre dernier la journée de citoyenneté qui a rassemblé l'ensemble des citoyens et citoyennes afin de renforcer les liens sociaux et mettre en lumière l'importance de la participation de chacun à la vie communautaire et surtout sensibiliser les citoyens de Kidal à s'acquitter de leurs impôts et taxes. Cette journée qui vise à sensibiliser les citoyens à s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de la collectivité en payant les impôts et taxes démontre encore une fois la volonté des autorités communales sous le leadership de Monsieur le maire de la commune urbaine de Kidal à s'inscrire dans un mode inclusif de gouvernance locale visant à renforcer le lien entre la collectivité territoriale et la population. La journée citoyenne implique un ensemble de valeurs et de principes tels que la participation active à la vie publique, le respect des lois et des institutions, la solidarité nationale. Donc, la journée de la citoyenneté est une initiative civique et éducative visant à renforcer les sentiments d'appartenance, la responsabilité sociale et l'engagement des citoyens envers leur collectivité. Elle s'inscrit dans une démarche de sensibilisation aux valeurs républicaines, aux droits et devoirs de chacun et à la participation active de la vie. La journée citoyenne va renforcer les liens entre les collectivités territoriales et les habitants, sensibiliser et informer les citoyens sur l'importance des paiements des taxes et impôts. Lancement de la semaine régionale artistique et culturelle à San et Dioïla. Elle va mettre en compétition les troupes des différents cercles dans 5 disciplines. Les lauréats vont représenter leur région à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Les détails sur ces lancements avec Drissa Kouné et Moustapha Doumbia. Du 25 au 27 septembre, la ville de San va vibrer au rythme de la culture. Il s'agit de la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. 3 cercles ont répondu à l'appel et c'est le chef de l'autorité régionale qui a donné le top départ de la compétition. Il y a la troupe du cercle de Ksan, de Kemparana et celle du cercle de Tominia. Les disciplines, c'est l'orchestre, l'ensemble instrumental, et solo de chant, et danse traditionnelle et pièces de théâtre. Cet événement qui nous réunit est bien plus qu'une simple manifestation culturelle. Il est le reflet de notre identité, de nos valeurs, de notre histoire et de notre avenir commun. La Biennale artistique et culturelle demeure, depuis sa création, un creuset d'union et d'échange où se rencontrent la créativité, la mémoire et l'espérance de nos peuples. Qui veut voyager loin ménage sa monture, a-t-on coutume de dire. Comprenez par là que San ambitionne de monter sur le podium à Tombouctou. Cette édition 2025 de la Biennale artistique et culturelle revêt une importance capitale pour notre région, dont l'objectif est de se classer parmi les 3 premiers lors de la phase nationale et de tout mettre en œuvre pour conserver le premier rang obtenu en 2023 dans la discipline de la danse traditionnelle. Et c'est la troupe du cercle de San qui a ouvert le rideau, que la meilleure gagne.
Le défilé des troupes de Fana, Massegui, Dioïla et Banco marque le démarrage de la phase régionale de la biennale artistique et culturelle à Dioïla. Ce sont donc 4 cercles sur 6 qui comptent la région qui vont compétir pendant 5 jours dans 5 disciplines qui sont la pièce de théâtre, la musique d'orchestre, l'ensemble instrumental traditionnel, la danse traditionnelle et le solo de chant. La culture demeure l'outil le plus efficace pour préparer les esprits à cultiver durablement la paix. C'est pourquoi la mise en service de nos ressorts culturels est plus que jamais une nécessité aujourd'hui. Le lancement de la phase régionale de la Biennale Tombouctou 2025 a enregistré la présence des autorités administratives et politiques, des représentants des confessions religieuses et des organisations de la société civile. Le maire de la commune de Kaladougou a saisi les cadres pour remercier les autorités de la transition pour les efforts en faveur de la 13e région administrative. L'exécutif régional de rappeler les caractères intégrateurs de la culture. L'intégration des peuples par la culture est un enjeu majeur qui rassemble, au-delà des différences, une pratique qui unit les femmes et les hommes, quelles que soient leurs origines, leur statut social, leurs opinions ou leurs croyances. La Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture. Il faut rappeler que Dioïla a remporté le 3e prix lors de sa participation à la Biennale de 2023 à Mopti. Sont dans le même registre les 6 cercles de la région de Taoudéni et les 8 cercles de celle de Sikasso sont également aux prises pour déterminer les représentants de ces 2 régions à la Biennale Tombouctou 2025. Le point de la cérémonie de lancement de ces 2 compétitions avec Foussine Samake et Moussokoro Seremi. Un défilé au rythme des prestations artistiques et folkloriques, le tout soutenu par des instruments traditionnels, des pas de danse et des slogans identitaires qui traduisent la fierté des 8 cercles de la région de Sikasso à participer à cette phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Une véritable mosaïque d'expression culturelle qui annonce une compétition placée sous les signes de la culture comme facteur de paix et de cohésion sociale. Dans un contexte marqué par de nombreux défis, la culture reste un espace de dialogue, d'expression, de rencontres, mais aussi un levier puissant pour reconstruire le vivre ensemble. Et c'est parti pour 3 jours de confrontation culturelle sur les disciplines phares de la Biennale où la créativité et le savoir-faire feront toute la différence. Le défi pour la région est de sélectionner les meilleures productions devant porter les flambeaux de la représentation de Sikasso à la phase nationale à travers sa richesse culturelle et artistique. La Biennale, par essence, est un rendez-vous qui transcende les frontières. Elle permet à nos artistes locaux d'exprimer la singularité de leur imaginaire tout en s'inscrivant dans un dialogue universel. Aussi voudrais-je par là inviter nos jeunes artistes pétris de talent à doubler d'efforts et à donner le meilleur d'eux pour poser les bases saines et garanties pour la victoire finale à Tombouctou. La proclamation des résultats est prévue pour le samedi 27 septembre dans la salle de spectacle Lamissa Bengali. C'est parti pour la Biennale artistique et culturelle dans la région de Taoudéni. Les troupes artistiques des 6 cercles vont compétir dans différentes disciplines. Pendant 3 jours, les 6 cercles de la région de Taoudéni rivaliseront d'ardeur et d'imagination dans une saine compétition dans les disciplines suivantes: pièces de théâtre, musique d'orchestre, danse traditionnelle, ensemble instrumental et solo de chant. Ces différentes prestations permettront à la région d'avoir un large éventail de créations folkloriques potentiellement sélectionnables pour la Biennale artistique et culturelle de 2025, dans laquelle la région tient absolument à avoir de bons résultats. Cette soirée a été belle. Certes, notre région est jeune, mais quand même on a vu l'engouement dans les prestations et tous ont parlé de cohésion et ont respecté les consignes de la Biennale. C'est l'objectif même du département, dénicher et retrouver les talents afin qu'ils puissent apparaître dans la semaine nationale qui est la Biennale.
Cette semaine régionale vise à créer les conditions d'une pleine participation de la région de Taoudéni à la phase nationale de la Biennale artistique et culturelle de Tombouctou 2025. En tout cas, bonne chance à toutes les troupes, que le meilleur gagne et le meilleur reste. Le Mali à ne pas oublier. Ainsi prend fin ce journal. À 20h, vous l'avez, rendez-vous avec Awaditma Kamara pour la grande édition du soir. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, avec le même plaisir.